Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Vous connaissez peut-être le tai chi, le qigong, mais pas sûr que vous ayez déjà entendu parler du taoïsme auquel ces pratiques sont liées. Méconnue en Suisse, cette philosophie, ou religion, on y reviendra, a désormais son centre à Bullet, dans le canton de Vaud, et c'est une première en Europe. On y propose notamment de la médecine chinoise, une cuisine diététique, des cours de tai chi et un lieu de méditation. Mais qu'est-ce qui relie toutes ces pratiques entre elles et le taoïsme peut-il séduire les Suisses? Réponse juste après ce reportage de Muriel Landry. Hui, Xu, Kou, Xi. La lenteur, elle est importante parce qu'elle permet d'avoir conscience du mouvement. Et là, je vous ai présenté une forme très lente, mais en fait, la lenteur est la base de la plus grande rapidité. Dans le taoïsme, les choses se transforment l'une en l'autre. Donc, arriver à son extrême, la lenteur est vraiment le ciment, la base de la plus grande rapidité. Un peu comme à vélo, quoi. Quand on arrive à aller très lentement à vélo, on sait qu'on arrive à pédaler vite aussi. En fait, Qigong, c'est un terme moderne. Avant, on appelait ça le Yangsheng. Et donc, c'est des méthodes pour nourrir la vie. Et c'est des mouvements où on essaie d'équilibrer l'énergie déjà en nous. Et puis aussi entre nous et l'extérieur. On essaie de prendre quelque chose dans la nature pour la ramener dans notre corps. C'est une manière de retrouver quand on n'en a pas assez ou de la purifier quand par exemple, on est dans un état émotionnel où on se sent pas très bien. Ça nous permet comme de se nettoyer un peu à l'intérieur pour retrouver un état plus calme, plus clair. D'une manière générale, les arts corporels sont un des grands piliers du taoïsme. Et c'est aussi ça qui le différencie de beaucoup d'autres spiritualités. Beaucoup de ces enseignements passent par le corps. Premier temple taoïste en Europe, le centre Mingshang est un rêve devenu réalité. 8 ans de gestation, d'aller-retour entre la Suisse et la Chine pour ce médecin acupuncteur, également directeur et maître spirituel du centre. Sa vocation est vaste, à l'image du taoïsme lui-même. On peut y pratiquer des cours de qigong, la méditation, la calligraphie, en passant par la littérature. Il propose aussi un cursus de 3 ans, plus théorique, en collaboration avec des universitaires et des maîtres taoïstes. L'idée générale, c'est de proposer déjà toutes les branches des arts taoïstes, qui sont quand même assez vastes. D'ailleurs, le taoïsme est mal connu, alors qu'en fait, les gens connaissent ces branches. Mais c'est très diffracté en 3 domaines, 3 grandes sphères. Il y a d'abord la sphère des arts corporels, la sphère de la médecine traditionnelle chinoise, et puis la sphère de ce qu'on appelle un peu les arts métaphysiques chinois, c'est-à-dire le I Ching, ou le I Ching, ça dépend comment on le prononce, le Feng Shui, c'est tout cet art de l'habitat. Et en fait, ces 3 sphères se parlaient pas beaucoup entre elles jusqu'à très récemment. Donc un lieu comme ça est là pour faire une synthèse en fait de tout ça. Dans une optique de prévention de la santé, un cabinet de médecine traditionnelle chinoise est intégré au centre, qui est financé à 40% par le canton de Vaud et la Confédération. Le reste par le prêt d'une banque locale, des dons et des fonds propres. Problème au niveau de la digestion. Le centre est ouvert à tous, débutants ou initiés, et on peut également y loger. Voilà. Si on saute du coq à l'âne, on a un peu de difficulté à y arriver. La cuisine demande une grande présence. Vos sens, ils doivent fonctionner. Et puis, vous ne pouvez pas penser à 100 000 autres choses, donc vous êtes à ce que vous faites. Après, il y a une autre notion qui est peut-être un petit peu une forme de grâce. Vous aimez ce que vous faites. Souvent, on est envahi par trop d'informations. Il ne faut pas avoir peur de se calmer du vide, de se dire non, c'est pas par là que ça va, mais c'est plutôt par là. C'est ça. Regardez comme c'est beau. Le riz en bouillie, c'est ce qu'il faut pour que les herbes et les plantes qu'on met vont d'une manière optimale dans les organes auxquels ils sont destinés. La santé est très importante dans le taoïsme, notamment l'aspect préventif. Dans l'aspect corporel, la diététique est importante.
Et on a l'immense chance d'avoir pu nous adjoindre l'amitié et les services de Judith Baumann, qui est une alchimiste de la cuisine. C'était une précurseur de la cuisine aux plantes sauvages. Et donc c'est vraiment génial d'avoir quelqu'un comme ça ici, puisqu'on a aussi choisi une cuisine végétarienne. Ils sont classifiés de la même manière que les médicaments de la pharmacopée chinoise. Donc tout aliment a une saveur, une couleur, un tropisme pour un organe particulier, peut être lié à une saison. Donc en fait c'est assez facile de faire une cuisine de saison en utilisant la même base théorique que celle qu'on utilise finalement dans tous les autres arts taoïstes. Vous avez la notion de saveur qui correspond à des organes. Donc il faut soit le stimuler, le soutenir, ou si la tendance, par exemple, comme le foie au printemps, paf, il a tendance à partir, vaudrait mieux le calmer. Je tente un tout petit peu de remplacer la pharmacopée chinoise avec des plantes d'ici dont je connais quelques points communs. J'ai mis un tout petit peu de reine des prés. Elle fait circuler cette plante. Et puis après, j'ai ajouté un petit peu de bourrache. C'est très vert, c'est très iodé. C'est à la place des algues. Et après, je mets une autre racine qui est ma racine fétiche. C'est l'impératoire. C'est l'emblème de Saveurs Sauvages, c'est l'impératoire. Et elle, vraiment, elle enracine. Longtemps, je pensais que je devais être une sorte de mystique en dehors de la vie. Je ne sais pas comment. Et puis, je ne comprenais pas exactement pourquoi j'étais encore toujours en train de touiller là-dedans. J'avais envie de plus touiller. Et maintenant, je touille encore. Autre manière de goûter à la sagesse taoïste, la pratique de la méditation. Elle a lieu dans le temple, en attente de son décor, les imposantes statues des trois immortels du panthéon taoïste. D'abord, c'est une méditation qui est assez poétique, dans le sens où elle a repris beaucoup d'images alchimiques anciennes. Donc il y a beaucoup de symboles dans la méditation taoïste. Et on parle beaucoup de chaudron, de feu, d'eau. C'est presque une méditation un peu artistique, si on veut. L'idée, évidemment, c'est de développer les trois grands centres de la personne, qui sont le centre de l'essence vitale, le centre de Qi, l'énergie vitale et le centre de la conscience, et de les harmoniser. Et voilà, c'est tout un travail, quoi. C'est un travail d'une vie, en fait. Alors je pense que si tu rajoutes un tout petit peu de vert dans le bleu, on sera bon. Dans les laboratoires de l'EPFL ECAL Lab à Renan, au cœur du design, la Mingshan Digital Experience associe les technologies émergentes à la tradition millénaire de la méditation taoïste. Le jaune, il va bien ou c'est encore trop léger? Le but, c'est à la fois de faciliter la méditation, d'accompagner les personnes dans leur méditation, et c'est aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du corps pendant la méditation. Et en liant ces deux objectifs, on a créé ce dispositif qui utilise les changements du corps pendant la méditation pour aider les personnes à méditer. On a sélectionné 3 données. On a la respiration, on a tout ce qui se passe au niveau du signal cardiaque, et on a aussi ce qu'on appelle la conductivité de la peau qui nous permet de détecter des phases de stress ou au contraire de relaxation. Moi, j'aimais quand même pas mal ce premier prototype. Je trouvais que c'était assez confortable au niveau du doigt. Je pense que c'est pas Prévu pour être implanté dans le temple, le dispositif a nécessité une longue recherche impliquant des designers, ingénieurs et psychologues du lab. Une équipe pluridisciplinaire dont le principal défi a été de concilier efficacité du dispositif avec confort du méditant. Bonne idée. C'est assez intégré et du coup, on verra plus du tout les capteurs à l'intérieur. On a intégré des capteurs à une ceinture de méditation qui se prolonge jusqu'à la main, que les utilisateurs peuvent venir mettre, glisser leurs doigts à l'intérieur. Et en fait, on a caché tous les capteurs à l'intérieur. Ce qui font qu'ils sont toujours en contact avec les capteurs, mais qu'ils peuvent faire les mouvements et les positions de méditation qu'ils souhaitent.
Tu penses qu'au Margot niveau a voyagé en d'espace, Chine avec l'équipe de Ming et si ça Shang peut se balader pour s'inspirer vraiment de un peu l'univers comme des la temples fumée et ou un peu s'imbiber de la florale, tradition. comme si des pétales s'envolaient. Ça, je la trouvais vraiment super bien. Une des premières observations que j'ai pu faire pendant le voyage, c'est que c'est très différent de méditer seul ou de méditer en groupe. Et en fait, quand on médite à plusieurs, on a une sorte d'énergie collective qui se partage et qui se crée. Et en fait, on voulait, dans cette installation, essayer de recréer cette énergie collective pour faciliter la méditation. Donc on a beaucoup parlé de cette notion d'individualité et collectivité. Donc quand les personnes sont dans la station de méditation, là c'est quelque chose d'assez personnel. Mais en fait le son qui va remplir le temple, là on va vraiment avoir une dimension collective. Donc ça va être les données des gens qui vont en fait créer la nappe sonore qu'il va avoir dans le temple. Et donc ça va se mélanger et ça va créer, on espère, un esprit comme ça collectif, un engouement collectif dans la pratique de la méditation dans ces séances. Alors c'est pour ça qu'on était parti sur une sorte de système de particules. Ce qu'on essaie d'obtenir, c'est à la fois un résultat direct pour les pratiquants, individuels, un élément collectif de méditation en groupe, mais aussi que c'est un impact dans le temps. Donc, pour les autres personnes qui sont dans le temple, mais aussi quand on y reste plus longtemps, on peut avoir une trace de cette méditation qui devrait créer, on l'espère, c'est expérimental, une ambiance particulière dans ce temple-là. Et donc cette notion de trace, de rémanence du passage de l'individu, à notre avis quelque chose vraiment d'intéressant et qui pourra aussi s'appliquer dans d'autres contextes. Dégradé comme ça sur les deux côtés. Voilà, pour que ça ne fasse pas écran figé comme ça. Tout à fait. Ces projections, c'est une représentation des esprits des personnes en méditation. C'est-à-dire qu'en fait, grâce aux données qu'on mesure en temps réel, elles vont nous donner une indication sur l'état méditatif des personnes. Et en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de représenter et de projeter sur le mur du fond du temple. On va pouvoir essayer de proposer aussi des nouvelles installations dans des espaces qui ne sont pas des espaces de méditation, des espaces publics, des espaces privés, pour essayer de réduire le stress, alors qu'on est dans des espaces qui sont toujours plus densifiés, avec toujours plus d'informations. Donc il y a un vrai enjeu de société là. La méditation aujourd'hui, elle représente un contrepoint qui devient presque obligatoire à la rapidité de notre société. On voit, on est tout le temps sollicité. Hein. Quand on voit comment on navigue sur Internet, les liens qui se font, ils n'arrêtent pas de nous sortir de nous pour nous emmener chaque fois à un espace nouveau qui en lui-même est intéressant, mais on n'est presque plus jamais en contact avec nous ou avec une forme de lenteur ou avec une forme de calme. Et la méditation, c'est ça qu'elle devrait amener, en fait. C'est de pouvoir nous relier à nouveau à notre nature profonde pour pouvoir développer mieux nos caractéristiques propres. Et puis, parce que je pense que quand on est plus proche de sa nature, on est plus heureux. Et puis si on est plus heureux, on embête moins les autres. Donc on est aussi plus en harmonie en général avec son entourage, avec les systèmes dans lesquels on est impliqué. Bonjour Fanny Wang. Bonjour Aline. On vous a vu en tout début d'émission, hein, c'était vous qui pratiquiez ces mouvements de Tai Chi. Vous êtes vice-championne du monde de Tai Chi et d'ailleurs le solo de la fête des vignerons, c'était vous. Alors, est-ce que vous pouvez déjà décrypter un petit peu pour nous les mouvements que vous avez exécutés dans l'introduction de l'émission? Oui. Alors j'ai mélangé deux styles. Il faut savoir qu'il existe plusieurs styles de Tai Chi. Le plus connu dans le monde, c'est le style Yang. C'est avec ce style que j'ai commencé et j'ai enchaîné avec le style Chen, qui traditionnellement est le premier style de Tai Chi. Donc il est un peu plus martial. Il y a des alternances de lenteur et de rapidité avec des explosions de force aussi. Ce qu'on appelle les Fa Jing, qui est vraiment propre au style Chen. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, en fait, la chose la plus importante, quel que soit le style, c'est d'avoir cette fluidité, cet enracinement dans le sol, et ce rythme continu, sans cassure. Il y a une rondeur dans les mouvements et une harmonie qui ne doit jamais être cassée. En deux mots, sur votre histoire, qu'est-ce qui vous a amené au Tai Chi, à cette pratique ? Alors, ça a été pour moi la façon la plus immédiate et la plus simple de renouer avec mes gènes. Vous êtes d'origine coréenne? D'origine coréenne, déracinée très tôt de mon pays, adoptée en Suisse dès mon plus jeune âge. Et
Et étant donné que j'ai été élevée dans une atmosphère, un environnement complètement européen-suisse, sans être particulièrement éveillée à mes origines asiatiques, le jour où j'ai commencé à m'intéresser par la cuisine, par les philosophies, le bouddhisme, et que j'ai découvert le taiji, ça a été quelque part merveilleux de pouvoir, comme me mettre dans mon costume asiatique, enfin de façon immédiate. Et vous avez un magnifique costume d'ailleurs. Et j'accueille aussi Rémi Mathieu. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS et puis vous êtes l'auteur de ce petit livre, le Que sais-je, tout ce qu'il faut savoir sur le taoïsme. C'est paru l'an dernier. J'aimerais avoir votre réaction au reportage qu'on vient de voir. On voit que ça part dans beaucoup de directions et j'aimerais savoir qu'est-ce qui relie toutes ces pratiques que l'on vient de voir au taoïsme finalement. La question est pour le moins complexe, dans la mesure où certaines pratiques ne sont pas en rapport direct avec le taoïsme. Et d'autre part, celles qui sont en relation avec le taoïsme s'échelonnent dans le temps. C'est-à-dire que ce qui est considéré aujourd'hui comme relevant du taoïsme ne l'était pas au milieu de la Chine classique. Il ne l'était pas dans l'Antiquité non plus, moins encore. Donc, s'ajoute à cela le fait que nous sommes dans des pays occidentaux, la France ou la Suisse, peu importe, en tout cas des pays qui, dans leur outils intellectuels, ne disposent pas des mêmes systèmes d'appréhension du monde, de croyance dans le monde, de représentation du corps, de représentation du temps également, et qui... plein de bonne volonté, malgré tout, se tourne vers une sagesse, qui est une sagesse réelle, une vraie philosophie. Je vais peut-être y revenir un peu plus longuement tout à l'heure, mais pour lesquels ils n'ont pas toujours les outils. Et bien souvent, il y a une nécessité d'adapter le vocabulaire du pays d'origine, à savoir la Chine, aux pays cibles, c'est-à-dire des pays de l'Europe occidentale. Alors, traduisez peut-être pour nous les grands principes du taoïsme. Alors, vous allez nous expliquer aussi quelle en est son origine. Hein. Ça s'inscrit dans un lieu géographique précis, à une époque précise, et puis ça évolue. Mais aujourd'hui, quels sont les grands principes, disons, du taoïsme? Ce qu'on appelle le taoïsme n'a pas été considéré comme taoïste pendant les premiers siècles de son existence. On sait par les preuves des textes et de l'archéologie que la première manifestation de la pensée taoïste, celle de Lao Tzu, qui passe pour son fondateur, date très vraisemblablement du IVe siècle avant notre ère. On n'a pas de preuves avant, même si la personne de Lao Tzu est supposée avoir vécu bien avant, en tout cas c'est du domaine de la légende. Donc le taoïsme, en tant que pensée, que philosophie, c'est-à-dire amour de la sagesse, naît donc au IVe siècle avant notre ère en Chine. Alors, quels sont les principes fondamentaux du taoïsme, de cette doctrine? Quelques exemples. Alors, on va là aussi essayer de faire présenter les choses assez simplement, parce que c'est une doctrine qui est quand même assez compliquée, qui s'est élaborée au cours des siècles et même des millénaires. Donc, si on peut dire... non pas de façon caricaturale, mais de façon un peu rapide, les choses à propos de ces deux grandes écoles de pensée, et sans parler de toutes les autres, puisqu'on disait qu'à l'époque, il y avait 100 écoles de pensée. Donc, le confucianisme s'intéresse à la culture, s'intéresse à la société. Comment insérer le sage, qui est principalement donc, un lettré conseiller de prince, comment l'insérer dans la complexité de la société avec l'étude, le savoir, les rites et le respect de la religion chinoise traditionnelle, basée sur le culte des ancêtres. On peut dire que le taoïsme s'inscrit en faux par rapport à tout ça. Il procure une espèce de tabula rasa, la table rase de toutes les opinions qui sont supposées reçues. C'est-à-dire que pour le taoïsme, le plus important, c'est évidemment le Tao, c'est-à-dire ce qu'on appelle la voie, Wei, que Lao Tzu avait dit ne pas pouvoir, à laquelle il ne pouvait pas donner un nom. D'ici, on donne un nom à la voix, on la traite comme une chose. Or, la voix n'est pas une chose. Elle n'est pas définissable, elle n'est pas nommable, on est dans l'ineffable, elle est infinie,
elle est hors de l'espace, elle est hors du temps. Eh ben, Donc, vous voyez, c'est une notion qui est sans barrière, sans limite. on essaye de D'où la définir difficulté l'indéfinissable, là, en quelque sorte. Enfin, Pardon ? on essaye de définir Et l'indéfinissable. nous avons bien tort, puisque plus on définit, plus on limite. Mais alors peut-être à travers votre art, le tai chi qui est issu du Tao, vous, qu'est-ce que vous expérimentez de cette philosophie, de cette sagesse? Alors, il y a plusieurs éléments du taoïsme. Je me prétends pas taoïste. D'accord. Je me considère vraiment comme une pratiquante de tai chi. Et les éléments du taoïsme qui sont extrêmement présents dans le tai chi, c'est entre autres, évidemment, l'harmonie des forces contraires et des opposés, parce que tai chi, ça signifie ce cercle. C'est le nom en chinois du cercle yin-yang. Yin-yang, voilà, ça Et on connaît un peu. Voilà. Et donc, dans les tai chi, pour être très pragmatique, les forces contraires et opposées, vous avez déjà juste la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Déjà, si on arrive à se situer par rapport à ça, par rapport à la complexité des mouvements, c'est une bonne chose. Et si on arrive, un autre précepte taoïste, à garder son centre, c'est-à-dire à rester sur son axe vertical avec une colonne bien allongée et son centre de gravité qui est toujours situé en équilibre par rapport aux appuis, on va pouvoir pratiquer librement avec un relâchement optimal du corps, ce qui permet de libérer l'esprit. Voilà, donc il y a ces deux notions, il y en a encore d'autres. Je ne sais pas si je continue ou bien... Ouais, je me demandais, parce que vous avez commencé par répondre en disant « je ne me prétends pas taoïste », mais est-ce qu'on est taoïste, c'est-à-dire est-ce qu'on adhère à une religion si on est, Alors, il y a une grosse confusion sur ce point, qui est quand même très important. Au départ, le taoïsme, j'ai dit tout à l'heure, par manière de plaisanterie, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'avant d'être reconnu en tant que taoïsme, il s'était passé 3 siècles à peu près. On dit qu'il naît vers le 4e siècle, mais il n'est reconnu par les lettrés, par les bibliographes du début de l'Empire, qu'au tout début de l'Empire, c'est-à-dire 3 siècles plus tard. Avant, ce sont des penseurs qui ne constituent pas une école, qui ne constituent pas un système. Et néanmoins, il y a une cohérence entre eux. Et cette cohérence, elle crée donc les possibilités de naissance d'une doctrine codifiée, relativement uniforme, qu'on a appelée, donc pour les besoins de la cause, le taoïsme. En chinois, Tao Tia, c'est-à-dire l'école de ceux qui prennent pour référence le Tao. Et donc, pour répondre à votre question, quels sont les éléments constitutifs les plus importants dans cet enseignement? Le premier, c'est effectivement la référence au Tao. Même et surtout si on ne la définit pas, elle reste une sorte d'étoile polaire par rapport à laquelle on doit s'orienter. Deuxième point important, j'avais commencé à définir par rapport au confucianisme. Le confucianisme, c'est la culture, c'est la société, c'est le savoir, c'est l'étude, etc. Le taoïsme, c'est exactement le contraire. Lao Tzu dit il faut rejeter l'étude, il faut rejeter le savoir, il faut rejeter l'intelligence, il faut rejeter les rites, et il ne faut s'en tenir qu'à une seule chose, la spontanéité, le ziran, c'est-à-dire ce qui se fait de soi-même. La conséquence, c'est qu'il faut prendre la nature toujours comme modèle. Il faut s'identifier à la nature, à la fois mentalement et corporellement, d'où l'importance des différentes pratiques corporelles du Tao. Et il faut avoir cette vision uniquement centrée sur la tendance à former une unité, un corps entier entre le cosmos et la personne individuelle. Il faut prendre la nature harmonie intérieure, harmonie par rapport également à l'extérieur. Voilà. Prendre la nature comme modèle. Il y a aussi ce principe, Fanny Wang, de non-agir ou de laisser vivre, de ne pas intervenir. Quelque chose aussi de l'ordre de l'intuition. Est-ce que vous vous laissez guider par l'intuition quand vous pratiquez le tai chi? Oui, actuellement complètement. Seulement, il y a un passage obligé, c'est le moment où on fixe
la forme, le moule. On ne peut pas dire, ce serait comme de donner à une personne qui n'a jamais fait de cuisine, de lui donner des ustensiles, de lui mettre les ingrédients et lui dire « suivez votre intuition, vous allez nous faire un magnifique plat ». Donc on doit commencer par mettre les formes, apprendre les formes, la gestuelle, dans une certaine précision. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé ce stade, on doit rechercher l'intuition, justement. Et quand vous parlez de l'intuition et de la nature, dans la pratique du Tai Chi, on essaye de retrouver le mouvement le plus ergonomique, le plus économe et qui devrait faire vibration avec la façon qu'on a bougé quand on était bébé, quand on était jeune enfant. On n'avait pas de douleur, on n'avait pas d'arthrose ou que sais-je. Et donc, on va essayer de se replonger dans cette mémoire cellulaire de notre dynamique corporelle de bébé et d'enfant. Voilà. Donc ça a trait à la nature spontanée. Vous l'avez dit, vous êtes tourné vers le Tai Chi dans une manière de reconnecter avec vos racines asiatiques, mais aujourd'hui, le Tai Chi et le Qigong et d'autres pratiques corporelles sont pratiquées dans le monde entier par des Occidentaux, toutes sortes de personnes. À votre avis, qu'est-ce qui attire tout un chacun maintenant dans cette pratique-là? Qu'est-ce qui résonne? Alors, il y a déjà la notion que chez le voisin, l'herbe est toujours plus verte, c'est évident. On est attiré par ce qu'on ne connaît pas, ce qui paraît exotique. Ensuite, il y a très certainement une demande d'une société qui est dans la vitesse, qui est dans cette logique de consommation et de productivité, et qui aimerait tout d'un coup prendre un temps d'arrêt, se reposer, prendre le temps de s'écouter, d'être à l'écoute de son corps, prendre le temps de faire les choses lentement pour pouvoir s'imprégner complètement, intensément de ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a un contre-pied du taoïsme par rapport à notre mode de vie, par rapport aussi au fondement de la philosophie occidentale. Vous le disiez, le taoïsme, c'est le rejet de l'intellectualisme. Enfin, voilà, il faut vivre les choses. À votre avis, quelle est la possibilité pour cette philosophie, cette sagesse de s'implanter, de trouver un écho en Occident? Un écho, il est facile pour elle de le trouver parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un peu aux antipodes de nos références culturelles, dans la mesure où nous ne prêchons que par l'intelligence. Depuis les philosophes grecs jusqu'à nos jours, tous les philosophes occidentaux ont encensé l'intelligence, le savoir, l'étude, la progression également dans ce domaine. Or, les taoïstes, ce qui est vraiment très séduisant, ce qui est aussi bouleversant, parce que ça nous heurte, ça nous heurte et ça nous attire, c'est cet anti-intellectualisme. C'est-à-dire que penser, c'est scinder les choses. Et scinder les choses, c'est donc rompre l'unité fondamentale du tout. Alors, je rebondis. Dès qu'il y a deux éléments, par exemple, dans un des chapitres d'un grand penseur taoïste qui a suivi Lao Tzu, qui s'appelait Zhuangzi, il dit, à partir du moment où vous avez un ceci et un cela, vous êtes dans l'erreur. Il n'y a pas de ceci et de cela, il n'y a qu'un tout. Eh bien, moi, je vais devoir rompre cette discussion, hélas, c'est ce tout que nous essayons de comprendre, mais on l'a bien saisi, ça nous est assez éloigné, et donc ça nécessiterait sans doute beaucoup plus de temps. Mais je vous remercie en tout cas tous les deux d'avoir participé à cette émission, et justement, vous aurez l'occasion peut-être de poursuivre la réflexion autour du taoïsme, puisque l'émission Haute Fréquence y consacre son dossier demain dimanche à 19h sur La Première. Alors voilà, ce sera l'occasion d'en découvrir d'autres aspects. Et puis, si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook.